Avez-vous déjà vécu l'expérience d'atteindre le sommet de votre succès, pour être ensuite précipité dans l'abîme le plus profond de la honte en un instant? Ce sentiment que tout ce pourquoi vous avez travaillé dur s'écroulera juste devant vous au moment où vous vous y attendez le moins? C'est ainsi que mon histoire a commencé. Le son doux de la musique s'est soudainement interrompu, remplacé par un fracas sec qui a résonné au milieu de la grande salle. Un côté de ma joue me brûlait. Une douleur intense a suivi. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé sur le sol froid. Ma tête a heurté le bord d'une table. Au milieu des collègues affairés et des regards moqueurs de la famille de mon mari, la voix de ma belle-mère, Sonora Elena, a retenti non pas pour décourager, mais pour alimenter le feu avec un plaisir terrifiant. D'accord, gifla encore. Donne une leçon à cette femme pour qu'elle reprenne ses esprits. À quoi sert la super intelligence d'une femme? Il ne fait que faire souffrir sa femme. Peu importe à quel point tu es doué, quand tu rentres à la maison, tu n'es qu'une épouse. Souviens-toi de ça. Maintenant, même le ciel ne peut pas te sauver. Au milieu d'une douleur et d'un dégoût extrême, j'ai discrètement sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis longtemps et j'ai chuchoté à travers mes larmes, « Frère, aide-moi. Le ciel ne m'a pas sauvé, mais mon frère. Il arrive. » Toute cette tragédie a commencé au moment le plus heureux de ma vie, il y a seulement 3 minutes. Ce soir-là, à l'intérieur de l'élégant restaurant Céleste à Bonifacio Global City, je me sentais comme la femme la plus chanceuse et la plus comblée au monde. Je suis Althea, vêtue d'une robe en soie vert émeraude que mon mari, Marco, a personnellement choisie, et entourée de félicitations joyeuses. Ce banquet était pour moi. Après 7 ans d'efforts acharnés, j'avais enfin été promue directrice de la planification dans une grande corporation immobilière. J'ai regardé Marco, mes beaux-parents et mes belles-sœurs qui souriaient, et j'ai cru que mon succès était aussi le leur. Je pensais que 7 ans d'endurance en tant que belle-fille et 7 ans d'épouse fidèle avaient enfin porté leurs fruits par cette reconnaissance. J'ai fait une erreur. Une grande erreur. La fête battait son plein quand le PDG de notre entreprise, Sir David, un homme d'âge mûr qui a un grand respect pour moi, s'est levé. Il a levé son verre. « Excusez-moi, monsieur. Puis-je avoir l'attention de tout le monde? Ce soir, je suis vraiment heureux et fier d'avoir une employée aussi talentueuse qu'Althea. Non seulement elle est intelligente et douée, mais elle a aussi une détermination extraordinaire. » Il s'est tourné vers Marco et lui a tapoté l'épaule. « Marco, tu as beaucoup de chance d'avoir un diamant pour femme. Ne la laisse pas partir, fiston. » Tout le monde a applaudi. J'ai souri joyeusement et j'ai regardé mon mari, prêt à le remercier pour son soutien. Mais quand nos regards se sont croisés, le sourire sur mes lèvres s'est figé. Ce que j'ai vu dans ses yeux n'était pas de la fierté, mais de l'agacement. Un feu de jalousie et d'ego blessé brûlait. Sa prise sur le verre de vin était si serrée que ses articulations en étaient devenues blanches. Ce n'est qu'alors que j'ai remarqué qu'il avait trop bu. J'ai surpris ma belle-mère, Sonora Elena, en train de chuchoter à l'oreille de Marco. Je n'ai même pas entendu, mais à son sourire moqueur et à la façon dont il m'a regardé, j'ai su que ce n'étaient pas des paroles aimables. Après avoir chuchoté, elle a tapoté la main de son fils, un tapotement qui semblait motivé, comme si l'on versait de l'essence sur un feu. Marco s'est immédiatement levé et s'est approché de plus en plus de moi. L'odeur fétide de l'alcool m'a frappé au visage. « Bien. Tu es incroyable », a-t-il crié. Sa voix était assez forte pour que ceux qui étaient proches de nous tournent la tête. « Maintenant tu es la patronne. Tu es célèbre. Toute l'entreprise t'adule alors que je ne suis que ton mari. Tu penses probablement que je ne vaux rien, n'est-ce pas? » « Marco, qu'est-ce que tu dis ?» ai-je demandé avec surprise, essayant de lui saisir le bras. Tout le monde regarde. « Tu es ivre. Assieds-toi d'abord. » « Ivre? Je suis ivre, mais je suis plus lucide que toi. » Il a repoussé ma main et sa voix est devenue encore plus violente. « Je suis tellement fatigué d'être toujours dans ton ombre. Partout où je vais, j'entends toujours, ta femme est meilleure que toi. Elle gagne plus. C'est embarrassant. Sais-tu à quel point ça fait mal? » Soudain, tout le restaurant est devenu silencieux. Tous les regards étaient fixés sur nous. J'ai senti mon visage chauffer et j'étais sourd de honte. J'ai cherché de l'aide auprès de la famille de Marco, mais tout ce qu'ils m'ont donné, ce sont des regards froids et indifférents. Mon beau-père, Don Ricardo, était penché sur la table, faisant semblant de ne rien voir.
Mes belles-sœurs chuchotaient, le sourire encore aux lèvres. Et ma belle-mère, Sonora Elena, restait assise là, les bras croisés, me regardant comme la gagnante d'un combat. Et c'est là que cette violente gifle est arrivée. Marco, le mari que j'ai aimé pendant 7 ans, a levé la main et m'a giflé devant tout le monde. La douleur physique n'était rien comparée à la douleur et au dégoût qui écrasait mon âme. Il était sur le point de se précipiter pour me faire du mal, il m'a tiré les cheveux. J'ai juste fermé les yeux, prête à recevoir les coups suivants. À ce moment-là, pas un seul membre de sa famille n'a résisté. Et puis les paroles cruelles de ma belle-mère ont retenti comme une condamnation à mort pour notre mariage, allez-y, gifle-la encore. Maintenant, même le ciel ne peut pas te sauver. Quand Marco a été entraîné par certains de mes collègues, j'ai profité de l'occasion pour me lever non pas pour m'échapper, mais pour trouver une issue. J'ai marché d'un pas assuré vers les toilettes, prétendant simplement aller me débarbouiller. Plus personne ne me remarquait, ils étaient tous occupés à essayer d'arrêter Marco. J'ai claqué la porte des toilettes et je me suis agenouillé sur le sol, sanglotant silencieusement. J'ai regardé mon apparence pitoyable dans le miroir. Mes cheveux étaient en désordre, une joue était rouge et enflée, il y avait un peu de sang au coin de ma lèvre, et ma robe coûteuse était pleine de saleté. 7 ans de sacrifice, 7 ans de patience. Quel était le prix? Une ecchymose et une humiliation publique. Assez. C'était vraiment trop. J'ai tremblé et j'ai pris le téléphone dans mon portefeuille. L'écran était fissuré à cause de ma chute plus tôt. Mes doigts tremblaient pendant que je cherchais un numéro que je n'avais pas appelé depuis longtemps, un numéro dont je m'étais dit que je n'aurais plus jamais besoin. Mais maintenant, je n'avais pas d'autre choix. Le numéro était enregistré sous un nom simple, Cuya Miguel. L'appel a été décroché. Allô? J'ai entendu une voix grave et froide à l'autre bout du fil, une voix qui m'avait toujours donné un sentiment de sécurité. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. J'ai essayé de baisser la voix, de peur que quelqu'un à l'extérieur ne m'entende. Cuya Miguel, aide-moi. L'autre ligne est restée silencieuse pendant exactement 3 secondes. 3 secondes, c'était si court, mais pour moi, cela a semblé durer une éternité. Je pouvais presque imaginer le changement sur le visage de Cuya Miguel, passant de son calme habituel à un regard froid et tranchant. Puis sa voix a retenti. Il n'y avait aucune trace d'inquiétude, seulement un calme effrayant. Où es-tu? Au restaurant Céleste à BGC, ai-je dit en sanglotant, essayant de rendre chaque mot clair. Va dans les toilettes des femmes. Verrouille la porte. Je serai là dans une minute, a-t-il dit brièvement et il a immédiatement raccroché. Un ordre simple, mais qui ressemblait à une loi qui ne pouvait être enfreinte. Cela m'a donné un étrange sentiment de sécurité au milieu de la tempête. J'ai frissonné en suivant son commandement. Je suis entré lentement dans une cabine et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le sol froid et j'ai serré mes genoux. Tout mon corps tremblait encore de douleur et de peur. Juste une minute. Je devais juste endurer une minute de plus. Dehors, le bruit semblait s'être calmé. Peut-être que la fête était finie. J'ai entendu la voix de ma belle-mère, Sonora Elena, criant toujours des ordres. Qu'est-ce que vous regardez encore là? Sortez d'ici. Quelle honte. Au lieu d'une célébration, vous avez apporté des ennuis à notre famille. Où est Marco? Ramenez-le à la maison. Il est ivre. Il faisait toujours des histoires, embarrassant les invités. Pas un seul mot de préoccupation pour sa belle-fille qui venait d'être battue par son fils. À ses yeux, je n'étais qu'un malheur, un problème qu'il fallait jeter. Puis j'ai entendu la voix de Marco, bafouillante à cause de l'ivresse. Où est ma femme? Où s'est-elle cachée? Je dois donner une leçon à cette femme pour qu'elle n'agisse plus comme si elle était meilleure que moi. J'ai entendu ses pas s'approcher des toilettes. Mon cœur semblait sur le point de sortir de ma poitrine. J'ai retenu mon souffle et couvert ma bouche pour qu'il n'entende pas mes sanglots. Althea, sors de là, a-t-il crié fort tout en frappant la porte des toilettes. Tu pensais pouvoir te cacher éternellement? La porte rebondissait à chaque coup. Je me suis recroquevillé dans un coin, tremblant de peur. J'avais peur qu'il ne brise la porte et ne m'atteigne. J'avais peur qu'il me fasse encore du mal. Ça suffit, Marco. Rentrons à la maison, ai-je entendu Sonora Elena dire. Elle semblait s'ennuyer.
Peut-être que les paroles de sa mère ont eu un effet. Les coups sur la porte ont cessé. J'ai entendu leurs pas s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Toute la zone a été de nouveau enveloppée de silence, à l'exception de mes sanglots étouffés. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Quand j'ai levé la tête, mes jambes étaient déjà engourdies. Juste à ce moment-là, le téléphone a vibré dans ma main. Un message texte de Kuya Miguel descend au hall principal. Sois seul. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis forcé à rassembler le reste de mon courage. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai essuyé mes larmes et j'ai arrangé mes cheveux en désordre. Je ne voulais pas que Kuya Miguel voie à quel point j'avais l'air pathétique. J'ai ouvert la porte et j'ai prudemment jeté un coup d'œil à l'extérieur. Il n'y avait personne dans le couloir. Je me suis dépêché de marcher vers l'ascenseur. Quand j'ai quitté le hall du restaurant, il n'y avait que quelques employés, occupés à nettoyer. Et là, je l'ai vu. Kuya Miguel se tenait de dos sous un immense lustre en cristal. Il ne portait pas de costume, juste un simple t-shirt noir et un pantalon sombre. Sa stature grande et musclée dégageait une aura étrange ou une présence de pouvoir qui faisait taire les gens autour de lui. Il n'avait rien à faire, sa seule présence suffisait à calmer tout l'endroit. Il a entendu mes pas et s'est lentement retourné. Ses yeux ont rapidement scanné mon visage enflé, le sang séché sur le bord de ma lèvre et ma robe froissée. J'ai vu au fond de ses yeux un éclat froid, tranchant comme un rasoir, qui est apparu et a disparu rapidement. Mais quand il a parlé, sa voix était exceptionnellement calme. « Peux-tu encore marcher ?» J'ai hoché la tête. J'ai essayé de marcher droit. Il n'a rien demandé d'autre. Il a drapé son manteau noir sur mes épaules pour couvrir mes vêtements froissés et a marché silencieusement pour me guider. Nous sommes sortis du restaurant. Dehors, une Mercedes-Benz classe S noire et élégante attendait. Un chauffeur en uniforme est rapidement sorti et nous a poliment ouvert la porte. J'ai hésité un instant avant de monter à l'intérieur. La voiture est partie en trombe. Le silence à l'intérieur était presque assourdissant. Kuya Miguel était assis à côté de moi, fixant la route devant lui, sans mot dire. Mais je savais que son silence était plus effrayant que 1000 paroles de colère. Il retenait une tempête déchaînée. Kuya, J'allais parler pour briser le silence. Prends du repos, m'a-t-il interrompu. Sa voix n'acceptait aucune objection. Nous pourrons parler de tout demain quand tu seras calme. La voiture s'est arrêtée devant une copropriété haut de gamme à Rockwell Center, un endroit où je n'étais jamais allé auparavant. Kuya Miguel m'a emmené dans un penthouse au dernier étage. L'unité était spacieuse, le design minimaliste mais très élégant, avec de grandes baies vitrées donnant sur les lumières scintillantes de la ville. Tu restes ici pour l'instant. Tu es en sécurité ici. Personne ne connaît cet endroit, a-t-il dit, sa voix s'adoucissant un peu. Il a montré la chambre et la salle de bain et a dit, il y a de la nourriture dans le frigo. Prends simplement. J'ai quelque chose à régler. Plus tard, quelqu'un viendra soigner tes blessures. Après avoir dit cela, il s'est tourné pour partir. Je l'ai rapidement appelé. Frère Miguel, où vas-tu? Il s'est arrêté, sans se retourner. Sa tête s'est juste légèrement tournée. Sa voix est tombée, aussi froide que la glace. Je vais faire justice pour toi. Il n'a pas dit ce qu'il ferait, mais je savais que quelqu'un paierait cher ce soir. Quand l'ombre de Kuya Miguel a disparu derrière la porte, ce n'est qu'alors que j'ai remarqué que sur la table en verre du salon, il avait laissé un nouveau téléphone. Mon vieux téléphone était encore dans sa boîte, l'écran était tellement fissuré qu'il était probablement inutilisable. Il était toujours si attentionné d'une manière tranquille. Mais ce même silence me rendait nerveuse. Je savais que Kuya Miguel n'était pas une personne ordinaire. Son aura, son intensité et la façon dont il résolvait les problèmes montraient qu'il avait un grand pouvoir derrière lui. La justice serait rendue quand elle sortait de sa bouche, ce n'était certainement pas un simple avertissement. Pouvait-il faire quelque chose de dangereux? Que arriverait-il à Marco et sa famille après ce soir? Un son soudain provenant du nouveau téléphone que Kuya Miguel avait laissé a interrompu mes pensées. Un message texte est arrivé d'un numéro inconnu, mais son contenu était encore plus terrifiant que les coups que j'avais reçus. Mon monde entier s'est arrêté. Le message était court, mais chaque mot était comme un marteau frappant mon esprit confus. Madame Althea,
voulez-vous savoir pourquoi votre mari Marco a soudainement eu besoin d'une énorme somme d'argent, au point de voler dans les fonds de l'entreprise? 10 heures demain au hall du Peninsula. Je vous donnerai la réponse. Marco a volé les fonds de l'entreprise. Comment cela s'est-il passé? Mon mari est chef de département, une personne qui s'enorgueillit toujours de son intégrité. Il peut s'emporter rapidement, il peut être faible envers sa mère, mais c'est un voleur? Je ne pouvais pas le croire. Mais qui a envoyé ce message? Pourquoi en savent-ils autant sur Marco? Et pourquoi me contactent-ils maintenant? Se pourrait-il que ce soit un autre piège tendu par la famille de mon mari? Un mauvais plan pour me mettre encore plus de pression? Au milieu de mes pensées, la sonnette a retenti. J'ai sursauté de choc et j'ai regardé la porte avec peur. Mais je me suis souvenu de ce que Kuya Miguel avait dit, quelqu'un viendrait soigner mes blessures. J'ai prudemment regardé par le Judas. Une femme d'âge mûr portant un uniforme de médecin blanc, des lunettes et un regard très bienveillant attendait. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai ouvert lentement la porte. « Bonsoir, Madame Altea. Je suis le docteur Reyes. Monsieur Miguel m'a envoyé ici, dit-elle doucement. Sa voix était apaisante. Elle a soigné mes blessures avec précaution. L'échymose sur votre joue commence à enfler et le coin de votre lèvre a une petite coupure. C'est une bonne chose que ce ne soit que des égratignures. Aucun os n'a été cassé, a dit le docteur Reyes après l'examen. Mais, ma chère, j'ai remarqué quelques vieilles échymoses sur votre bras et votre épaule qui sont encore en train de guérir. Il semble que ce ne soit pas la première fois. Ce qu'elle a dit était comme une aiguille perçant directement la douleur que j'essayais de cacher depuis si longtemps. Je me suis tué et les larmes me sont montées aux yeux à nouveau. Oui, ce n'était pas la première fois. La première a eu lieu 1 an après notre mariage. Marco est rentré ivre, et juste à cause de quelques mots de réprimande de ma part, il m'a poussé violemment. Ce jour-là, il s'est agenouillé, pleurant, demandant pardon. Il a dit que c'était juste à cause du stress au travail, parce qu'il était ivre et ne pouvait pas se contrôler. Je l'ai cru et j'ai laissé passer. Puis il y en a eu une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. La raison était toujours la même, j'étais juste ivre, j'étais juste stressé, je ne le pensais pas. Et à chaque fois, il montrait un profond remords, et j'étais soigné et bien servi. Et moi, une idiote dont le cœur s'attendrissait toujours, je me convainquais toujours qu'il m'aimait, que c'était juste causé par son tempérament. Je l'ai caché à tout le monde, même à Kuya Miguel, parce que j'avais honte, parce que je ne voulais pas qu'il s'inquiète, et parce que j'espérais encore une famille entière et heureuse. Ma fille. Le docteur Reyes soupira et rangea sa trousse de premiers soins. Le silence est un consentement au mal. Plus vous continuerez à endurer, plus le courage de ceux qui vous blessent deviendra fort. Réfléchissez bien à ce que vous devriez faire. Ces paroles ont été comme une douche froide versée sur moi, réveillant soudainement mon esprit après 7 ans. Mon silence a donné de la force à Marco. Mon silence l'a transformé d'un mari colérique en un monstre impitoyable. Après le départ du docteur Reyes, je suis resté seul dans le spacieux Penthouse. La douleur dans mon corps s'était calmée, mais la douleur dans mon cœur s'aggravait. J'ai sorti le nouveau téléphone. Dans les contacts, il n'y avait qu'un seul numéro enregistré, Frère Miguel. J'hésitais. Devrais-je lui parler du message texte? Je savais qu'il s'inquiéterait et ne me laisserait pas partir. Mais je devais y aller. J'avais besoin de connaître la vérité. Si Marco avait vraiment fait ça, j'avais besoin de savoir pourquoi. Le lendemain, j'ai décidé de me rendre au rendez-vous. Je ne l'ai pas dit à Frère Miguel. J'ai porté une robe formelle, mis un peu de maquillage pour couvrir l'échymose et pris un taxi jusqu'au hall du Peninsula Manila. J'ai choisi une table dans un coin près de la fenêtre pour pouvoir facilement observer les environs. Mon cœur était agité. À 10 heures précises, une femme d'une quarantaine d'années, habillée de façon élégante mais avec une expression fatiguée et amère sur le visage, est entrée dans le hall. Elle a balayé la salle du regard et s'est dirigée droit vers ma table. « Êtes-vous Altea » a-t-elle demandé. Sa voix était rauque. J'ai hoché la tête. Elle s'est assise sans même rien commander. Elle a posé son sac à main de marque sur la table et en a sorti un dossier. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis venue ici parce que je suis aussi une victime, a-t-elle dit, la voix pleine d'amertume. J'étais stupéfaite. La femme du rival de l'entreprise?
Pourquoi me cherchait-elle? Mon mari sans vergogne, a-t-elle dit avec indignation. Il a utilisé une société écran au nom de votre mari pour blanchir de l'argent. Il a escroqué Marco, l'a attiré dans le jeu et a créé des dettes impossibles à payer. Ensuite, il a forcé Marco à voler vos fonds et à obtenir des documents confidentiels pour payer. Son véritable objectif était de faire couler votre entreprise, et votre mari serait son appât, celui qui endosserait toute la responsabilité. Chaque mot qu'elle disait était comme la foudre frappant mes oreilles. Une conspiration géante, une toile complexe de mensonges et de crimes. Marco, mon mari. Il n'est pas seulement un agresseur, c'est aussi un joueur, un voleur, une marionnette entre les mains des autres. Pourquoi me dites-vous tout cela, ai-je demandé en tremblant. Parce que je n'en pouvais plus, a-t-elle répondu, et j'ai vu la colère dans ses yeux. Il ne m'a pas seulement trompé. Il a même prévu de dépenser toute la fortune de ma famille juste pour ce jeu. J'avais rassemblé assez de preuves pour le mettre en prison. Mais j'ai besoin de votre aide. Vous avez la preuve que Marco a volé. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons mettre ces deux démons en prison. Elle a poussé le dossier vers moi. Après avoir dit cela, elle s'est levée et est partie précipitamment comme si elle avait peur que quelqu'un ne la voie. Je suis resté seul, les mains et les pieds flageolants, fixant le dossier sur la table. La vérité était pire que ce que je pensais. Ma vie, tout notre temps ensemble, n'était qu'une partie d'un jeu sale de cupidité. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel de Kuya Miguel. Sa voix n'était pas joyeuse. D'où viens-tu? J'ai bégayé ma réponse. Tu as rencontré cette femme, n'est-ce pas? Sa voix est devenue froide. Ne me mens pas, Althea. Je t'observe depuis ce matin. Je t'avais dit de rester à la maison. Sais-tu que ce que tu as fait était dangereux? Je suis restée silencieuse. Je savais qu'il était simplement inquiet. Rentre à la maison tout de suite, a-t-il ordonné. Quand je suis entré dans le penthouse, Kuya Miguel se tenait près de la fenêtre. Ses bras étaient croisés et son visage était sérieux. Je ne pouvais pas cacher mon inquiétude. Je savais que ce que j'avais fait était mal. Désolé, frère. Assieds-toi, m'a-t-il coupé, montrant le canapé. Je me suis assise docilement, incapable de le regarder directement. Il s'est approché et a posé un porridge chaud sur la table. Mange d'abord. Ensuite, nous parlerons. Pendant que je mangeais, il s'est assis silencieusement en face de moi. Son silence était plus effrayant que n'importe quel sermon. Quand j'ai eu fini, il a parlé lentement, plus doucement mais toujours sérieusement. Althea, sais-tu pourquoi je m'inquiète autant pour toi? J'ai secoué la tête. Parce que tu es ma sœur, la seule famille qui me reste au monde. Il m'a regardé, les yeux profonds. Tu te souviens? Il y a plus de 20 ans, par une nuit d'orage, un conducteur ivre a percuté l'orphelinat où nous vivions. Cet accident a coûté la vie à mes parents. J'étais un enfant de 10 ans, j'ai tout vu. Je pensais que j'allais mourir de solitude. Mais tu es venu, une enfant de 5 ans, mince mais avec des yeux brillants. Tu es venu vers moi, tu as pris ma main et tu as dit, ne pleure pas, grand frère. À partir de maintenant, je suis ta famille. Mes larmes ont commencé à couler. Les souvenirs de l'orphelinat, les jours de pauvreté mais pleins d'amour. Kuya Miguel était revenu. Il avait 5 ans de plus que moi et était toujours là pour me protéger. Il me donnait la nourriture la plus délicieuse, la couverture la plus épaisse. Il m'a appris à étudier et à être forte. Le jour où quelqu'un t'a adopté, continua-t-il, j'étais heureux mais j'avais peur. Heureux parce que tu aurais une vie meilleure, effrayé parce qu'il n'y aurait peut-être personne pour te protéger. Je me suis promis que quoi qu'il arrive, je serai fort. Je serai puissant pour que personne ne puisse blesser ma sœur. J'ai pris des risques dans le monde, j'ai fait des choses que tu ne peux pas imaginer, tout cela à cause de la promesse que j'ai faite. Kuya, est-il vrai que tu es impliqué dans le monde souterrain, ai-je demandé en tremblant. La famille de Marco avait mentionné que son aura était crainte. Un sourire amer est apparu sur ses lèvres. Sombre ou clair, la ligne est très mince, Althea. Je fais juste ce que je pense être juste pour protéger les gens auxquels je tiens. J'ai une agence de sécurité et quelques entreprises, assez pour me donner une voix dans cette ville. Il m'a regardé, les yeux pleins de tendresse. Cela fait 7 ans que tu as décidé d'épouser Marco. Je l'avais fait surveiller.
Je savais que ce n'était pas une bonne personne et que sa famille n'était qu'une bande d'idiots. Mais à l'époque tu étais si heureuse, tu étais si amoureuse. Je ne pouvais pas détruire ton rêve. J'ai fait une erreur. Ma plus grande erreur a été de rester silencieux. Je pensais t'avoir surveillé secrètement assez longtemps, mais je n'aurais jamais pensé que le monstre serait juste à côté de toi. Ses poings se sont serrés fort, les articulations sont devenues blanches. J'aurais aimé agir plus tôt. J'aurais aimé ne pas te laisser traverser tout cela. Althea, pardonne-moi. J'ai secoué la tête, les larmes coulant. Non, frère. Tu n'es pas en faute. C'est moi qui ai été stupide. C'est moi qui suis devenu aveugle. Frère, que dois-je faire maintenant? Je suis confuse. Kuya Miguel a essuyé mes larmes. Sa main rugueuse était étrangement douce. Ne t'inquiète pas. Je suis là. À partir de maintenant, personne ne peut te blesser. Il a regardé le dossier que la femme de Toledo m'avait donné. Nous allons jouer à ce jeu ensemble. Et je te le promets, Althea, quiconque t'a fait verser ne serait-ce qu'une larme, je lui en ferai payer toute une rivière. Ces paroles n'étaient pas une simple promesse. Je savais qu'une véritable tempête, une tempête nommée Miguel, était sur le point de détruire la vie de Marco et des gens derrière lui. Mais il y avait une chose que Kuya Miguel ne savait pas, au milieu de cette tempête, un autre secret restait caché, un secret qui avait trait à son propre passé, un secret que mon ennemi détenait comme son dernier atout. Avoir Kuya Miguel à mes côtés était comme un calmant qui me rendait progressivement mon courage et mon sang-froid. Pour la première fois après une série de jours sombres, je ne me sentais plus seul et effrayé. Parce qu'il était là, je savais que j'avais un fondement solide sur lequel m'appuyer, quelqu'un qui ne me quitterait jamais. Ensemble, nous avons étudié le dossier remis par la femme du directeur Toledo. Chaque page contenait des preuves solides d'un plan très rusé. Marco, sous les ordres de Toledo, avait créé une société écran qui importait prétendument des matériaux de construction. Cette société créait de faux contrats avec des fournisseurs à l'étranger comme moyen de sortir de l'argent des Philippines. Cet argent dont une partie avait été volée par Marco sur mes comptes et une autre partie empruntée à des usuriers allait directement sur les comptes personnels de Toledo pour financer ses jeux d'argent internationaux. Tout au long de ce jeu, Marco n'était qu'une pièce pitoyable, utilisée avec beaucoup d'efficacité sans qu'il s'en rende compte. Cet homme est vraiment stupide, chuchota frère Miguel. Son visage était un mélange d'agacement et de pitié. Il pensait prouver sa valeur, mais en réalité, il creusait sa propre tombe. Il ne faut pas le plaindre, dis-je froidement. La stupidité n'est pas une excuse pour le crime. Il m'a volé. Il m'a blessé. Il doit payer pour tout ce qu'il a fait. Kuya Miguel me regarda avec une légère surprise qui se transforma rapidement en joie. C'est vrai. C'est ainsi que ma sœur devrait être. Que veux-tu faire maintenant? Je peux les faire disparaître tous les deux en une seule nuit. J'ai secoué la tête vigoureusement. Je ne veux pas utiliser la violence. Je veux les voir tomber devant la loi, devant toute la société. Je veux qu'ils éprouvent le sentiment de tout perdre, tout comme ils voulaient me le faire. J'ai regardé droit dans ses yeux, la voix pleine de détermination. Je vais demander une annulation. Je vais porter plainte et reprendre tout ce qui m'appartient. Rien de plus, rien de moins. Frère Miguel acquiesça. Un sourire étrange s'étira sur ses lèvres. Si c'est ta décision, je t'aiderai. Dans ce jeu, c'est toi qui feras le dernier mouvement. Mais nous ne nous attendions pas à ce que, pendant que nous planifions, notre adversaire ait déjà commencé à agir. Après la fête de promotion chaotique, la famille de Léon semblait calme. Marco n'appelle pas et n'envoie pas de SMS. Je pensais qu'ils avaient peur après avoir vu Kuya Miguel, mais je me trompais. Leur silence n'est qu'une préparation pour une attaque plus sale et plus brutale. 2 jours ont passé pendant que j'étais aux pentouses de Kuya Miguel. Les unes après les autres, des notifications de réseaux sociaux sont apparues sur mon nouveau téléphone. Mon nom, Althea, est soudainement devenu un sujet tendance sur tous les forums en ligne. Article après article, des titres choquants apparaissaient, la reine de l'immobilier, maîtresse d'un grand gangster, la vérité à la fête de promotion, épouse grossière ou épouse victime, et, Althea, une femme ambitieuse qui a abandonné sa famille pour l'argent. Parmi ceux-ci se trouvaient des photos de nous et de Kuya Miguel prises en secret, la photo où il mettait son manteau sur moi alors que nous quittions le restaurant, la photo où il m'emmenait aux luxueux penthouse de Rockwell,
la photo de nous ensemble au café. Aux yeux des malfaisants, chaque acte d'attention de la part de Kuya Miguel est transformé pour ressembler à une relation illicite. Ils ont même payé de faux témoins se faisant passer pour des collègues et des voisins pour laisser des mensonges dans la section des commentaires. Ils ont créé une histoire complètement opposée à la vérité. Dans cette histoire, j'étais l'épouse ingrate qui méprisait son mari parce qu'elle gagnait plus. Marco, quant à lui, passait pour un pauvre mari qui, à cause d'une douleur émotionnelle accablante, ne pouvait plus se contrôler. La tempête sur les réseaux sociaux est arrivée très vite et de manière inattendue. J'ai lu chaque article, chaque commentaire malveillant. Mes mains tremblaient de colère et d'amertume. Ils ne veulent pas seulement m'embarrasser, ils veulent aussi traîner Kuya Miguel dans cette boue. Ils veulent faire de moi une coupable au lieu d'une victime. Ils veulent utiliser l'opinion publique pour me forcer à me rendre. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Marco. Désormais, sa voix n'était plus suppliante ou craintive, mais pleine de vantardise et de triomphe. « Comment vas-tu ? Es-tu heureuse ? Tu es célèbre maintenant » a-t-il ri avec mépris. « Althea, je t'avais dit que tu ne pouvais pas combattre ma famille. Maintenant, tu n'as que deux choix. Premièrement, rentre à la maison saine et sauve, mets-toi à genoux, excuse-toi auprès de maman et retire la demande d'annulation. Ou deuxièmement, reste là-bas avec ton gigolo et attends que le monde entier te maudisse. Fais-toi licencier de ton travail et ta vie sera ruinée. Choisis. Tu es un animal, Marco, ai-je dit avec colère. Un animal ? Comparé à ce que tu as fait à ma famille, ce n'est pas suffisant. Je te donne un jour pour y réfléchir. Ne t'attends pas à ce que j'utilise des mesures plus drastiques, a-t-il dit avant de raccrocher. J'ai jeté le téléphone sur le canapé, ressentant un désespoir intense. J'avais sous-estimé leur malpropreté. Ils ne sont pas seulement abusifs et cupides, ils sont aussi très rusés. Ils sont prêts à utiliser la forme de sabotage la plus basse pour obtenir ce qu'ils veulent. Frère Miguel, qui se tenait tranquillement à côté de moi, a ramassé le téléphone et a jeté un coup d'œil aux articles. Son visage était froid comme la glace, sans aucune trace d'émotion. Mais je sais que derrière ce silence se prépare un tsunami. Ils ont épuisé ma patience, a-t-il dit, d'une voix basse et dangereuse. J'avais l'intention de te laisser te battre légalement, mais il semble qu'il y ait des ordures que les méthodes ordinaires ne peuvent pas nettoyer. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. Léo, enquête pour moi sur tous les comptes qui ont publié et commenté pour discréditer Althea. Trouve les adresses IP. Découvre qui est derrière tout ça. Je te donne une demi-heure, a-t-il ordonné, d'une voix pleine de puissance. Et encore une chose, prépare la voiture. Nous allons faire quelque chose ce soir. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Il a posé sa main sur mon épaule, ses yeux étaient à la fois doux et fermes. Ne t'inquiète pas et ne lis pas ces saletés. Laisse-moi tout gérer. Ce soir, je t'emmène voir une bonne pièce. Le titre, le regret à la fin. Je ne sais pas quel est son plan, mais en regardant dans ses yeux, je sais que Marco et toute sa famille ne pourront pas bien dormir ce soir. Et peut-être est-ce le bon moment pour réaliser que parfois, pour combattre le mal, la bonté seule ne suffit pas. Mais ce que je crains le plus, c'est ceci, dans ce combat, la famille de Léon est-elle vraiment le seul ennemi ? Le SMS mystérieux, l'apparition soudaine de la femme du directeur Toledo était-ce vraiment une simple coïncidence ? Le nom Golden Land Realty a résonné dans mon esprit encore et encore les jours suivants. 10 millions est une somme qui n'est pas une blague, transférée secrètement chaque mois pendant 3 ans. Cela ne peut pas être une dépense ordinaire. S'il s'agit d'un investissement, pourquoi ne m'en a-t-il pas touché un mot ? S'il s'agissait de rembourser une dette, à qui devait-il autant, et pourquoi ? Question après question me tourmentait, je ne pouvais pas me reposer. J'ai décidé d'enquêter de mon côté avant d'en parler à Kuya Miguel. Je ne voulais pas ajouter à ses soucis, et au fond de mon cœur, une nervosité inexplicable m'empêchait de l'informer sur cette entreprise pas avant d'avoir suffisamment d'informations. Je suis allé en ligne et j'ai cherché le nom Golden Land Realty. Seuls quelques résultats sont apparus. Il s'agit d'une petite agence immobilière avec un bureau dans un vieil immeuble de Quezon City. Leur site web est simple, il ne contient que des informations générales sur des projets de terrain en province. Il n'y a rien de remarquable. Le représentant légal de l'entreprise est un nom qui m'est étranger, Monsieur Alextan.
Il n'y a aucun lien quel qu'il soit avec Marco ou quelqu'un que je connais. Il semblait que je n'avais nulle part où aller. J'étais sur le point de fermer l'ordinateur portable quand je me suis soudainement souvenu de quelque chose. Kuya Miguel a dit un jour, j'ai une agence de sécurité et plusieurs entreprises. Est-ce possible? J'ai rapidement rejeté l'idée. Kuya Miguel ne me tromperait jamais. Il est ma seule famille. Maître Victoria, mon avocate, a appelé immédiatement. Sa voix était pleine d'enthousiasme. Althea, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Le tribunal a déjà envoyé l'assignation pour Marco et sa famille. La première audience a lieu la semaine prochaine. Avec les preuves que nous avons, je suis sûr qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Merci, maître, ai-je dit, mais mon cœur était toujours lourd à cause de Golden Land Realty. Ah, c'est à propos de cette entreprise, a continué maître Victoria, comme si elle avait lu mes pensées. J'ai enquêté, et il y a un détail très intéressant. Golden Land Realty a été fondé il y a 3 ans exactement au moment où le directeur Toledo a commencé son plan machiavélique. Et son adresse commerciale correspond à l'adresse de l'un des anciens bureaux de l'agence de sécurité de votre frère. Tout mon corps est devenu froid. Est-ce juste une coïncidence? Il est impossible d'avoir ce genre d'opportunité. L'agence de sécurité de Kuya Miguel. Mon cœur a commencé à battre vite. Une théorie folle mais terrifiante s'est formée dans mon esprit. Est-ce possible? Est-il possible que Kuya Miguel ait tout su depuis le début? Qu'il ait tout planifié secrètement en coulisses? Est-ce qu'il nous utilise, Marco et moi, pour son propre plan? Les questions que j'essayais de repousser revenaient encore plus fortes. Le premier SMS qui révélait le vol de Marco, pourquoi est-il arrivé exactement quand nous nous disputions? La femme du directeur Toledo est apparue soudainement. Comment m'a-t-elle trouvé et m'a-t-elle fait confiance si rapidement? Et la menace de Kuya Miguel envers la famille de Léon, comment a-t-il découvert tous leurs secrets si vite? Tout semblait si parfait, si fluide, comme si c'était écrit dans un scénario. Non. Je ne peux pas douter de Kuya Miguel. Il m'a sauvé. Il m'a protégé. Mais les preuves devant moi ne mentent pas. J'ai la tête qui tourne. Je ne sais plus qui croire. Je suis au milieu d'un jeu où tout le monde cache un secret. Ce soir-là, Kuya Miguel est rentré avec un bouquet d'arômes blancs, ma fleur préférée. Il m'a vu hébété sur le canapé et a demandé avec attention, quel est le problème? Es-tu encore fatigué? J'ai levé les yeux et j'ai forcé un sourire. Ce n'est rien, frère. Je pense juste à certaines choses. Ne réfléchis pas trop, a-t-il dit en mettant les fleurs dans le vase. Tout est presque fini. À l'audience de la semaine prochaine, tu as juste besoin d'être forte. Laisse l'avocate et moi gérer. Victoria s'occupera de tout. Sa voix était toujours aussi froide et pleine de certitude, mais je ne sais pas pourquoi j'ai senti un mur invisible entre nous. J'ai fixé ses yeux, essayant désespérément de trouver une réponse. Mais ses yeux profonds étaient comme un lac sans fin. Je ne pouvais pas les lire. Frère, ai-je soudainement demandé, connais-tu une entreprise appelée Golden Land Realty? Il a été momentanément stupéfait. Sa disposition de fleurs s'est arrêtée en plein air, mais il a rapidement retrouvé son calme. Il s'est tourné vers moi et a souri. Golden Land Realty? Le nom me dit quelque chose. On dirait une petite société immobilière. Pourquoi poses-tu la question? Il ment. Je sais qu'il ment. Cette brève pause, aussi courte soit-elle, ne m'a pas échappé. Il est impossible pour quelqu'un comme Kuya Miguel, qui possède un large réseau, de n'être que familier avec une entreprise directement liée à son bureau. Oh, rien, frère. J'en ai juste entendu parler. Les fleurs sont magnifiques. Merci. La conversation s'est arrêtée là, mais à l'intérieur de moi, un mur invisible a commencé à se construire entre nous. Je ne pouvais pas faire entièrement confiance à Kuya Miguel. J'ai l'impression que ma situation est encore plus dangereuse maintenant. L'ennemi devant moi est Marco et sa famille, mais qu'en est-il de l'ennemi qui est dans l'ombre? Est-il possible que mon frère aîné, en qui j'ai confiance de tout mon cœur, cache un autre visage? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je dois agir. Je ne peux pas simplement m'asseoir et attendre des réponses. J'ai besoin de connaître la vérité sur Golden Land Realty et le véritable rôle de Kuya Miguel dans toute cette histoire.
Quand j'ai été sûr que Kuya Miguel dormait, je suis entré lentement dans son bureau. La pièce est décorée simplement, une grande table en bois, une bibliothèque et un ordinateur. Je connais le mot de passe de son ordinateur, c'est la date anniversaire de la mort de nos parents. Il me l'a mentionné une fois par accident. Mon cœur battait comme un tambour pendant que je tapais les chiffres. L'écran s'est ouvert et j'ai cherché précipitamment dans les fichiers. La plupart sont cryptés, mais il y a un dossier qui est déverrouillé. Le nom est « Projet Phoenix Rising ». Par curiosité, je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un plan détaillé d'une manière terrifiante. Ce n'est pas seulement un plan pour m'aider à obtenir une annulation, c'est un plan pour tout conquérir. Chaque étape est exposée dans le plan, de la fuite accidentelle d'informations sur les jeux de Marco à la femme du directeur Toledo, jusqu'à l'organisation de leur rencontre. Il était également indiqué que Golden Land Realty avait été utilisé pour retirer de l'argent de mes comptes. L'objectif était de créer des preuves contre Marco et, en même temps, de cacher temporairement mes actifs. L'étape suivante est également incluse dans le plan, après l'effondrement de l'entreprise de Toledo, une autre entreprise apparaît soudainement pour la racheter à un prix très bas. Et le propriétaire de cette entreprise n'est autre que Miguel. Tout mon corps tremble. Il s'avère que tout est une pièce de théâtre, une pièce dont Kuya Miguel est le metteur en scène. Il savait tout depuis le début, et c'est peut-être lui qui a poussé Marco sur la voie du crime. Il m'a utilisé. Il a utilisé la douleur que je ressentais comme une pièce dans son jeu de vengeance et d'affaires. Je me suis échappé d'un piège doré seulement pour entrer dans un piège sophistiqué. Le frère que je respecte est aussi un homme rusé, pas différent de la famille de Léon. J'étais sur le point de fermer l'ordinateur quand un dernier fichier dans le dossier a attiré mon attention. Son nom, le dernier secret, m'a fait hésiter. Devrais-je l'ouvrir? Puis-je supporter une autre vérité douloureuse? Mais j'ai quand même cliqué. Le contenu était une courte vidéo. C'est une prise de vue d'une caméra de bord de voiture enregistrant un accident au milieu d'une nuit pluvieuse. Une moto roulait à vive allure et a percuté violemment un camion garé sur le bord de la route. Le conducteur de la moto est tombé et n'a plus bougé. Cet accident, je l'ai reconnu. C'est l'accident qui a tué les parents de Kuya Miguel il y a plus de 20 ans. Mais pourquoi cache-t-il cette vidéo? Et puis la caméra se déplace vers le conducteur du camion. Un homme avait trop peur pour descendre. Même si la photo était floue, j'ai quand même reconnu ce visage, un visage que je n'oublierai jamais. C'est le père de Marco, Don Ricardo. Tout mon monde s'est effondré à ce moment-là. Le père de Marco, Don Ricardo, l'homme que j'ai considéré comme un second père pendant 7 ans. La personne qui montrait toujours de la gentillesse et du calme était celle qui avait causé la tragédie qui a détruit la vie de Kuya Miguel. La courte vidéo tournait en boucle dans mon esprit comme un disque rayé. J'ai clairement vu la peur sur le visage de Don Ricardo après l'accident. Il n'a pas appelé à l'aide. Il n'a pas examiné les victimes. Il a juste regardé autour de lui, et quand il a vu qu'il n'y avait personne d'autre, il est rapidement monté dans le camion et a pris la fuite. Il a laissé 2 vies innocentes gisant au milieu de la pluie froide de la nuit. Lâche. Cruel. Sans cœur. Aucun mot n'est assez fort pour décrire son véritable caractère. Je me suis assise sur le sol, frissonnante et gelée. Toutes les pièces du puzzle se sont soudainement assemblées, créant une image difficile à croire. Frère Miguel, il connaît déjà cette vérité. Son projet, Phoenix Rising, sa vengeance sur le directeur Toledo et Marco n'est-ce qu'un avant-goût? Sa véritable cible est-elle toute la famille de Léon, en particulier Don Ricardo, l'homme qui a tué ses parents? J'ai frissonné, fermé l'ordinateur portable et suis retourné lentement dans ma chambre, mais je n'ai pas pu dormir. Mon esprit est plein de théories et de peurs. Kuya Miguel n'est pas une mauvaise personne, il est juste un frère qui veut obtenir justice pour sa famille, une justice qui a été enterrée dans l'oubli pendant 20 ans. Mais la façon dont il s'y prend est effrayante. Il m'a utilisé. Il a manipulé nos ennemis et a créé un jeu dans lequel nous n'étions tous que des pièces. Je me sens désolé pour lui, en colère et surtout, effrayé. J'ai peur du jour où Kuya Miguel et la famille de Marco se retrouveront face à face. Une fois que tous les secrets seront révélés, ce ne sera plus un simple cas d'annulation, ce sera un règlement de compte sanglant. Et je suis pile au milieu de cette guerre. D'un côté, la famille de mon mari, aussi mauvaise soit-elle, c'est quand même la famille. De l'autre, mon frère aîné,
qui a tout sacrifié pour me protéger mais qui nourrissait un plan de vengeance terrifiant. Je suis coincé au milieu, ne sachant que faire. Le lendemain, j'ai essayé de prétendre que tout était normal devant Kuya Miguel. Mais je ne peux plus le regarder droit dans les yeux. Après son départ pour une réunion importante, j'ai su que je devais agir. Je ne peux pas me contenter d'une vidéo. J'ai besoin de preuves plus solides. J'ai besoin du témoignage d'un témoin. Je me souviens que dans la vidéo, le camion de Don Ricardo porte le logo d'une société de suivi appelée Tala Tracking Service. J'ai décidé de commencer par là. J'ai appelé un vieil ami qui travaille dans le secteur de la logistique et je lui ai demandé de m'aider à trouver des informations sur cette entreprise. Mes efforts ont payé. Tala Tracking a fermé il y a longtemps, mais mon ami a trouvé le numéro de son ancien contremaître, un homme nommé Meng Tony. J'ai courageusement appelé Meng Tony. Au début, il hésitait à parler. Mais quand j'ai mentionné l'accident et les noms de Don Ricardo et de Kuya Miguel, son ton a soudainement changé. « Qui es-tu, ma fille ? Comment savais-tu ces choses ? Je suis Althea. J'ai un lien direct avec l'affaire. Meng Tony, il semble que vous ne soyez pas en paix. Dites-moi la vérité. Plus de 20 ans ont passé, et justice doit être rendue à ceux qui sont morts. Ma voix s'est brisée. Peut-être a-t-il été touché par ma sincérité, car il est resté silencieux pendant un long moment avant de soupirer. D'accord, si tu veux vraiment savoir, viens me voir. Mais ne viens pas seul. Amène Miguel avec toi. Il y a des choses que je ne dirai que lorsque je serai devant vous deux. La proposition de Meng Tony m'a donné de l'espoir et de l'excitation. Je suis heureuse parce que j'ai trouvé un témoin important. Je suis nerveuse parce que je dois faire face à Kuya Miguel. C'était déchirant d'entendre parler de la tragédie de sa famille. Je sais que cette rencontre sera la confrontation ultime. Cela pourrait soit arranger, soit détruire complètement notre relation fragile. Ce soir-là, j'ai accueilli Kuya Miguel avec un visage sérieux. Frère, j'ai trouvé un témoin de l'accident de nos parents. Il veut nous rencontrer tous les deux. Frère Miguel a été stupéfait. Le sourire sur ses lèvres a soudainement disparu, remplacé par une expression compliquée. Il m'a fixé intensément. Je sais qu'il a compris que j'en savais plus qu'il ne le pensait. Le mur qu'il essayait de construire s'effondrait lentement. Où, a-t-il demandé, la voix rauque. Le lieu de rencontre était un petit café à l'extérieur de la ville, près de l'endroit où vivait Meng Tony. L'endroit est vieux et calme. Nous nous sommes assis à une table dans un coin. La tension était presque palpable. Meng Tony, un homme de 70 ans, les cheveux déjà gris et le visage plein de rides, a commencé à raconter l'histoire. Cette année-là, j'étais le contremaître. Ricardo, votre beau-père, n'était qu'un nouveau chauffeur. Il était gentil, travailleur. Cette nuit-là, il avait une livraison urgente. La pluie était forte, la route était glissante. Je lui ai dit d'être prudent. Meng Tony s'est arrêté et a bu son café. Mais il y a une chose que personne ne sait. Avant que ce camion ne parte, quelqu'un a trafiqué ses freins. J'ai accidentellement vu une ombre se déplacer furtivement dans le garage. Il faisait noir, j'ai juste vu qu'il était grand et mince, portant un imperméable. J'avoue, j'ai oublié de le signaler à cause de la quantité de travail. Les freins étaient cassés. Les dents de Kuya Miguel claquaient. Ses poings étaient serrés. Cela signifie que l'accident n'était pas dû au fait que Ricardo ait perdu le contrôle? Pas comme ça, Meng Tony a secoué la tête. Ricardo est coupable parce qu'il s'est enfui d'un péché qui ne peut être pardonné, mais le vrai coupable est quelqu'un d'autre. La personne qui a cassé les freins, la personne qui a intentionnellement causé l'accident. Qui? Kuya Miguel et moi avons demandé ensemble. Meng Tony nous a regardés tous les deux et a soupiré. Après l'incident, j'ai découvert qui il était. Il est venu me voir, m'a donné beaucoup d'argent et m'a prévenu de me taire, disant que si je parlais, il impliquerait toute ma famille. En tremblant, il a sorti une vieille photo décolorée de sa poche. Frère Miguel a pris la photo en tremblant. J'ai regardé aussi. Sur la photo, un jeune homme portant un costume coûteux se tient à côté d'une voiture élégante. Son visage est familier. Je l'ai déjà vu. Toledo. Le directeur Toledo, ai-je chuchoté. Oui, c'est lui, a acquiescé Meng Tony.
J'ai découvert plus tard qu'il y avait un différend entre lui et la famille de Miguel. Il a intentionnellement causé l'accident pour détruire votre famille et a ensuite rejeté toute la faute sur Ricardo. Ricardo n'était qu'une pièce d'équipement, un outil utilisé pour couvrir un crime. Kuya Miguel et moi étions stupéfaits. La vérité est pire que ce que nous pensions. Le directeur Toledo n'est pas seulement le cerveau derrière l'escroquerie financière, il s'avère qu'il était aussi celui qui a tué la famille de Kuya Miguel. Il est le vrai démon derrière toutes les tragédies. La vengeance de Kuya Miguel s'est trompée de personne. Son véritable ennemi, notre véritable ennemi à tous, est toujours libre et sur le point de tomber dans un autre piège préparé par Kuya Miguel lui-même. Mais c'est un piège pour les affaires. Qu'en est-il de son crime de meurtre? Et une autre question, pourquoi Toledo était-il si en colère? Quelle est la véritable racine du conflit entre lui et la famille de Kuya Miguel? Quand nous avons quitté le café de Mentoni, nous étions tous deux enveloppés dans un lourd silence. La vérité que nous avions apprise était si soudaine et si cruelle. Elle renversait tout ce que nous croyions et avions prévu. Frère Miguel conduisait, les yeux fixés sur la route, mais je savais que son esprit était ailleurs, à un endroit dans le passé, plein de douleur et de haine qui renaissaient encore plus intense qu'avant. L'ennemi qu'il avait passé la moitié de sa vie à chercher n'était pas Don Ricardo, mais la personne même qu'il était sur le point de ruiner. Quoi? Quels sont tes plans maintenant, frère? Je demandai faiblement, rompant le silence assourdissant. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a garé la voiture sur un terrain vague à côté d'un lac et a coupé le moteur. Le soleil couchant frappait son visage, rendant son chagrin encore plus prononcé. J'ai fait une erreur, a-t-il dit, la voix rauque. J'ai laissé la colère m'aveugler. J'ai failli ruiner la vie de quelqu'un qui, même s'il était en tort, était aussi une victime. Il a frappé violemment le volant. Ce diable de Toledo. Je ne pensais pas que c'était lui. Il doit payer. Je ne le laisserai plus jamais vivre en paix, pas même un jour de plus. Que vas-tu faire? Ai-je demandé, inquiète. Ton plan pour faire tomber son entreprise est déjà en marche. Vas-tu continuer? Non, m'a-t-il coupé, et une lueur froide a traversé ses yeux. Faire s'effondrer l'entreprise. C'est une punition trop légère pour lui. Un meurtrier doit payer de sa propre vie. J'utiliserai ma propre méthode pour m'occuper de lui. J'étais horrifié par ce qu'il disait. Je sais ce que signifie, sa propre façon. C'est la loi de la rue, le sang pour le sang. Ne fais pas ça, frère, ai-je supplié rapidement. Tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu deviendras aussi un criminel. Tes parents ne voudraient pas te voir ainsi. Nous avons maintenant les preuves. Nous avons maintenant un témoin. Laissons la loi le juger. La loi. Il a souri amèrement. Où était la loi quand mes parents sont morts sans que justice soit faite pendant 20 ans? Où était la loi quand ton mari te battait et que toute sa famille te trompait? Althea, tu es trop innocente. Il y a des gens qui ne comprennent qu'avec les poings. Pour la première fois, notre dispute s'est envenimée. J'ai essayé de le convaincre d'abandonner sa vengeance aveugle, mais cela semblait inutile. La colère était profondément ancrée dans sa personnalité, et la nouvelle réalité était comme un carburant qui la faisait brûler encore plus. À ce moment-là, le téléphone de Kuya Miguel a sonné. C'était Léo, son bras droit. Patron Miguel, il y a un problème. Toledo a appelé. Il a dit qu'il voulait vous voir immédiatement, la voix semblait très effrayée. On dirait qu'il flaire quelque chose d'étrange. Kuya Miguel a froncé les sourcils. Où? Au Black Rose Bar. Salle VIP au 2e étage. 21h. D'accord, je sais. Il a raccroché. Son visage était sérieux. Le flair de ce vieux chien est vraiment aiguisé. Peut-être a-t-il déjà senti que quelque chose travaillait contre lui. Tu y vas quand même, ai-je demandé, pleine de nervosité. Cela pourrait être un piège. Et si c'est un piège? Il a ricané. Je veux aussi voir ce qu'il peut faire. Il m'a regardé, ses yeux s'adoucissant légèrement. Rentre à la maison et repose-toi. Laisse-moi cette nuit. Même s'il a dit cela, je ne pouvais pas me reposer. Je savais que leur rencontre ce soir était très dangereuse. Toledo était déjà méfiant, il n'irait pas seul. Il aurait pu devancer Kuya Miguel pour le faire taire.
Je ne pouvais pas laisser frère Miguel affronter le danger seul. Ce soir-là, j'ai menti à Kuya Miguel. J'ai dit que je rentrais me reposer, mais en vérité, je l'ai suivi secrètement. J'ai pris un taxi et suis resté à une distance de sécurité. J'ai vu la voiture de Kuya Miguel entrer sur le parking du Black Rose Bar, un repère bien connu des riches impliqués dans des activités illégales. Mon cœur battait vite. Je n'osais pas entrer, je me tenais juste dans un coin sombre de l'autre côté de la rue, regardant la fenêtre de la salle VIP au 2e étage. Le temps semblait ramper. Chaque minute ressemblait à un siècle. Je priais simplement pour la sécurité de Kuya Miguel. Après plus d'1 heure, j'ai soudainement entendu des cris et des bruits d'objets brisés venant de la salle VIP. Puis, un coup de feu retentissant a brisé le silence de la nuit. J'étais pétrifié. Tout mon corps tremblait. Frère Miguel avait-il été touché? Je ne pouvais penser à rien d'autre. J'ai rapidement traversé la rue et j'ai couru dans le bar. Les gens à l'intérieur étaient aussi en plein chaos, criant et cherchant une issue. J'ai essayé de me frayer un chemin jusqu'au 2e étage. Le couloir était déjà bloqué par des agents de sécurité. De loin, j'ai vu la porte entr'ouverte de la salle VIP. Il y avait des ombres qui se battaient à l'intérieur, et c'est là que j'ai vu frère Miguel. Il se tenait un bras, le sang coulait. En face de lui se tenait le directeur Toledo, un pistolet à la main. Le visage de Toledo était empreint de folie. « Qui crois-tu être pour me combattre » a crié Toledo. « Toi et Altea, vous devriez juste mourir. » Il a pointé l'arme sur Kuya Miguel. J'ai poussé un grand cri, mais il était trop tard. Un autre coup de feu a retenti. Mais celui qui est tombé n'était pas Kuya Miguel. Derrière Toledo, une ombre est soudainement apparue, Léo, l'assistant de Kuya Miguel. Il a agi rapidement. Toledo a été frappé violemment à la tête avec une chaise et s'est effondré au sol. À la suite de cela, des policiers en civil sont soudainement entrés de toutes parts et ont rapidement maîtrisé la situation. Il s'avère que Kuya Miguel avait anticipé le danger. Il avait prévenu la police et s'était arrangé pour qu'il soit en attente. La bagarre et les coups de feu n'étaient qu'une partie d'un plan pour prendre Toledo en flagrant délit. Je me suis précipité vers Kuya Miguel. « Frère, est-ce que ça va ? » « Je vais bien. »« Ce n'est qu'une égratignure, » a-t-il dit. Il était un peu pâle mais toujours calme. Il a regardé Toledo, qui était emmené, puis il m'a regardé. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti un vide étrange. La capture de Toledo exposait un crime horrible, mais cela signifiait aussi que le plan de Kuya Miguel pour faire tomber l'entreprise ne pouvait plus continuer et surtout, cela nous plaçait dans une situation plus compliquée. Nous étions désormais des témoins clés dans une affaire de meurtre, tout en détenant le secret d'un autre meurtre commis il y a 20 ans. Le lendemain à l'hôpital, après que ses blessures ont été soignées, la police a pris la déposition de Kuya Miguel. J'étais là aussi en tant que personne concernée. Toledo n'a jamais été libéré après avoir été pris. Face à des preuves solides, il a admis avoir planifié l'accident il y a plus de 20 ans, le blanchiment d'argent et la tentative de meurtre sur Kuya Miguel. Mais quand la police l'a interrogé sur le mobile sur le conflit entre lui et la famille de Kuya Miguel, il s'est contenté de sourire mystérieusement. Un conflit? Vous ne comprendrez jamais. D'accord, demandez simplement à mon bon frère. Il vous donnera la réponse. Les mots mystérieux de Toledo ont une fois de plus semé un grand doute dans mon esprit. Ce « bon frère », de qui parlait-il, et quelle était la véritable racine de tout cela? Est-il possible qu'il y ait un autre secret? Quelqu'un qui se cache encore dans l'ombre et que nous ne connaissons pas? Les paroles de Toledo laissaient une grande énigme, mais la réponse ne s'est pas fait attendre. Grâce aux preuves que nous avions des vieilles photos de Meng Tony aux documents de la femme de Toledo et à l'enquête approfondie de la police, une vérité pire que ce que nous pensions a été révélée. Le « bon frère » auquel Toledo faisait référence n'était autre que la personne en qui tout le monde avait confiance. La personne qui montrait toujours de la gentillesse était le propre père de Marco, Don Ricardo. Il s'avère que Toledo et Don Ricardo n'étaient pas des ennemis, mais plutôt des partenaires de crime. Ils étaient les cerveaux derrière tout cela. La querelle entre leurs familles n'était qu'une grande mise en scène pour couvrir leurs activités illégales et obtenir progressivement la richesse des familles qu'ils victimisaient. L'accident d'il y a 25 ans avait été planifié par eux deux pour s'emparer de l'entreprise des parents de Kuya Miguel. Don Ricardo conduisait le camion pendant que Toledo endommageait les freins.
Ils avaient tous deux des taches de sang sur les mains. Grâce à toutes les preuves et aux témoignages des témoins, tout le syndicat s'est effondré, de Toledo et don Ricardo à Marco, qui a été utilisé comme outil, et même Sonora Elena, qui a fermé les yeux sur la méchanceté de son mari. Tous ont dû faire face à la loi. Le procès est devenu le sujet de discussion de toute la nation. Ce n'était pas une simple affaire, c'était une histoire de trahison, de cupidité et de vengeance s'étendant sur plusieurs générations. La justice, longtemps retardée, avait enfin été rendue. Toledo et Ricardo ont été condamnés à la prison à perpétuité pour leurs crimes odieux. Les autres, y compris Marco, ont reçu des peines plus légères mais appropriées. La loi du ciel est vaste, mais elle ne laisse rien passer. Après le procès, nos vies ont commencé un nouveau chapitre. Cuya Miguel, après avoir appris la vérité sur les personnes qui avaient détruit sa famille, a traversé une période de chagrin intense. Mais avec l'aide de l'autre, il a pu surmonter l'obscurité. Il n'est plus le froid et redouté boss Miguel. Il a dissous son agence de sécurité et s'est lancé dans des affaires légitimes, utilisant son influence pour aider ceux qui sont dans le besoin. Quant à moi, j'ai consacré mon temps à m'occuper de ma mère biologique, Anchi. Même si son esprit n'est pas complètement revenu à la normale, au milieu de l'amour et des soins, elle a progressivement trouvé la paix. Voir ses sourires, même simples et innocents, suffit à remplir mon cœur de bonheur. J'ai également pardonné à celle qui s'est occupée de moi, Nané Antam. J'ai compris qu'elle était aussi une victime. Je suis allé la chercher et je l'ai ramenée chez nous. Les deux femmes, celle qui m'a donné naissance et celle qui m'a élevé, ont vieilli ensemble. Marco et moi, c'est enfin fini. Mais un jour, après sa libération, il est venu me voir non pas pour se remettre ensemble, mais pour demander des excuses sincères. J'ai vu un véritable remords dans ses yeux. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner, il a juste demandé à être autorisé à être un père responsable pour notre enfant. J'ai accepté. Un père qui sait admettre ses erreurs vaut mieux qu'un père qui ne le sait pas. Un an plus tard, dans une petite maison chaleureuse au bord d'un lac, nous nous sommes réunis, moi, mes deux mères, Cuya Miguel et mon petit-fils. Nous ne sommes plus des vies fragmentées portant chacune nos propres fardeaux. Nous sommes une famille entière, unie par l'amour. Ce soir-là, alors que je rangeais de vieilles affaires, j'ai accidentellement trouvé une vieille lettre écrite pour moi par Nané Antam, mais qu'elle n'avait pas envoyée. Dans la lettre, elle racontait un dernier secret. Il s'avère que le jour du tragique accident, je n'étais pas la seule qu'elle avait sauvée. Cuya Miguel avait un autre bébé qu'elle a sauvé. Elle l'a secrètement emmené à l'orphelinat pour protéger Cuya Miguel et moi des ennemis qui avaient tué nos parents. Nous ne sommes pas seulement frères et sœurs de l'orphelinat, il s'avère que nous sommes cousins, les deux dernières gouttes de sang de notre clan. Un destin qui a commencé dans la douleur nous a réunis au milieu de la tragédie. J'ai ouvert la lettre et j'ai souri en regardant par la fenêtre. Cuya Miguel et mon fils jouaient joyeusement dans le jardin. Le rire de mon fils résonnait, plein d'espoir. Le passé, plein de douleur et de colère, est enfin clos. Un avenir plus radieux nous attend. Et je sais que, quels que soient les défis, tant que nous serons ensemble, nous pourrons tout surmonter. Car l'héritage le plus précieux qui nous ait été laissé n'est ni l'argent ni la vengeance, mais l'amour et la force d'une véritable famille.